Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on va parler performance, on va parler core training, comment entraîner sa sangle abdominale, et on va parler de douleur au bas du dos lors de performances athlétiques. Un épisode qui va être chargé et vous allez voir que je vais lancer un nouveau concept de nouvel épisode. Ça va être bien, on va avoir encore plus de fréquences au niveau du KSU Show podcast, mais je vous annonce ça dans un instant. Quoi qu'il en soit, on va commencer par les news de la semaine. Alors comme vous le savez, la semaine dernière j'étais à Paris, j'ai pas pu sortir d'épisode d'ailleurs. La semaine dernière, je tiens à m'en excuser, mais j'étais à Paris pour Roland Garros, j'étais bien entendu invité par mon athlète Gaël Monfils qui allait jouer justement à Roland Garros et ça a été un séjour extraordinaire. Là-bas j'y suis allé que pour le week-end et ensuite j'ai prolongé mon séjour, j'y suis resté une semaine. Tout d'abord je tiens à remercier tous les Parisiens qui m'ont vu, qui m'ont show du love, c'était extraordinaire. J'ai reçu énormément de soutien, énormément de feedback positif, les gens qui sont venus me saluer dans le métro, dans les magasins, etc. Franchement les gars, vous êtes des gars en or. J'ai jamais reçu autant d'amour et de soutien, ça m'a grave motivé. Et moi je savais même pas en fait, mais en analysant un peu mes stats, eh bien il s'avère que ma plus grosse communauté se trouve à Paris. Donc voilà, ça peut-être ceci explique cela, je ne savais pas, j'ai négligé tout ça. Quoi qu'il en soit, c'était tellement bien, j'ai reçu tellement d'énergie et j'ai envie d'en donner encore plus en retour. On va organiser des trucs à Paris, comme j'ai dit dans une story Instagram il y a quelques jours. Je vais faire plein de trucs sur Paname, donc Paname, comptez sur moi les amis, j'arrive, on va faire des trucs là-bas. Et après tout, c'est la capitale de la francophonie, donc pourquoi négliger ça? Je pense que c'est là-bas que ça se passe de toute façon, l'énergie me correspond plus. Donc votre gars peut-être il va faire un petit pivot, un petit déménagement sur Paris. Je me réjouis en tout cas. Quoi qu'il en soit, j'y suis allé pour Roland Garros. La vérité c'est que à la base c'est le 3e Roland Garros auquel je dois me rendre parce que j'ai entraîné avant ça Joe Wilfried Tsonga, ensuite Gaël Monfils la première année qui a gagné le premier tour et qui s'est blessé parce qu'il a fait une réception, un truc de ouf, typique Gaël Monfils. Et cette année encore une fois Gaël Monfils qui gagne le premier tour, il est en forme. Vraiment, je l'ai senti quand il a commencé. Je dis, je vais voir comment il sent. En tout cas, en s'entraînement avec moi pendant la prépa, il était en forme de ouf. Je lui ai dit, Gaël, je t'ai jamais vu comme ça. Il avait faim. Il m'a dit, Kev, j'ai faim. Effectivement, il avait super faim. J'avais un peu peur parce que, pour la petite histoire, il était malade. Il a dû annuler le tournoi de la semaine précédente. Il était sous antibiotiques le jour où il a joué. Et du coup, eh bien, je craignais un peu tout ça. Je me suis dit, c'est bien passé. La prépa, on a vraiment bien bossé. Mais les antibiotiques, bien ça fout un gars en l'air, on est down, on n'a pas beaucoup d'énergie. Enfin bref, j'étais vraiment sceptique. Je me suis dit peut-être que ça va pas le faire, mais je sais que c'est Gaël, je sais que on est à Paris, on est chez lui, en France, Roland Garros, et que le public allait être là pour le soutenir. Et l'année dernière, pour ceux qui n'ont jamais vu ce match, je l'ai déjà dit peut-être ici et là, mais allez regarder le match qu'il a fait l'année dernière. Le public, c'était un truc de ouf. En fait, quand il y a Gaël Monfils qui joue à Roland Garros, le public de tennis se transforme en une foule de rugby, de foot. C'est une dinguerie. Même les arbitres n'arrivent pas à contrôler la foule. Ils sont là, ils sont désespérés. Silence. Il n'y a pas de silence. C'est nous qui commandons ici. Bref, moi j'adore. C'est vraiment bien. Et c'est extraordinaire cette fois-ci, encore une fois. Il a gagné le premier tour. Il était en forme. Et il m'a fait une dédicace d'ailleurs. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Gaël mon fils. Et pour la petite parenthèse, j'ai reçu beaucoup d'amour de beaucoup d'athlètes qui font souvent des dédicaces, que ce soit à travers des journaux, etc., et qui en parlent à des journalistes. Il y a des journalistes qui me contactent. Ça me fait grave plaisir que moi, le préparateur physique, on est un peu les gars dans l'ombre au final. Personne ne nous met jamais en avant et que les athlètes avec qui je travaille me mettent en avant. Ça me fait grave plaisir. Donc je suis extrêmement reconnaissant et je ne prends rien pour acquis. Quoi qu'il en soit, on est passé au deuxième tour. On arrive au deuxième tour. Il était un peu fatigué, je l'ai appelé, il m'a dit je sens la baisse là, des médicaments, je me sens pas bien, etc. C'était chaud. Et puis en face de lui, il avait un client sérieux, 30e mondial, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, a passé ce tour-là. Il a donc gagné contre Gaël mon fils. Gaël était un peu fatigué. Et en plus de ça, il y avait un peu de malchance. Ça tapait dans le filet. Et le gars en face, il était chaud. Faut dire ce qui est. Il a rattrapé des balles qui étaient irrattrapable normalement, mais voilà, il a fait des trucs de ouf. Et pour en revenir à ce que je disais, il a donné du fil à retordre à Djokovic parce que le prochain tour donc se passait contre Djokovic et le match a duré genre 5h30, ils ont fini à 3h30 du matin, 5-7, un truc de malade, encore une fois un truc historique, et Djokovic a fini par gagner. Donc tout ça pour vous dire que le gars en face, c'était un gars très 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 sérieux quand même, un jeune dynamique. Il a pris du temps à démarrer.
Mais après, il était dedans et c'était compliqué. Donc c'est pas grave. Gaël Monfils l'a tout donné, c'est mon gars. Et déjà, c'est extraordinaire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On est remonté dans le top 40, les amis. Dans le top 40, alors que quand il est revenu, les gens crachaient sur lui. Ouais, c'est mort, etc. Tu vas jamais remonter, etc. Et là, le gars, il est back dans le top 40, 36e ou 37e dans le classement. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, les amis. Donc je me réjouis de voir où on peut ramener tout ça. Quoi qu'il en soit, bientôt de nouveaux tournois, bientôt de nouvelles aventures. Donc voilà, Paris, ce fut un plaisir. Je me réjouis de continuer à échanger avec vous. Alors, je vous annonce un peu la couleur pour les prochains épisodes, ce qui va se passer. Prochains épisodes, eh bien, je vais essayer d'augmenter la fréquence de mon podcast à la demande populaire. Je reçois énormément de questions. J'ai du mal à gérer le tout et j'ai du mal à aborder tous les sujets que j'ai envie d'aborder. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de faire des podcasts à travers des thèmes bien précis et je vais continuer avec les questions, les Q&A, les questions-réponses que je fais d'habitude. Donc vous m'envoyez vos questions et plus vous m'envoyez de questions, bien plus je peux les sélectionner, bien entendu, ok. Donc là, à la sortie de mon prochain programme qui s'appelle Hybride Performance, eh bien je me suis vraiment pris la tête avec ce programme parce que je vois toujours sur le long terme. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu ma philosophie ou comment le tout est modelé, j'ai des programmes axés sur le développement articulaire, des programmes axés sur le développement fitness et qui mène bien entendu à un développement athlétique. Et le but a été de vous ramener le tout sur ce continuum pour vous ramener justement à cette finalité avec les derniers programmes que j'ai déjà envisagés, que j'ai déjà conceptualisés. Mais il faut commencer par la base. Donc on commence avec le hybride starter, hybride physique, hybride strong. Et une fois qu'on a posé cette fondation, eh bien ok, on peut passer aux choses un peu plus sérieuses. Et là, on va commencer avec la base de la performance. La question qui est souvent revenue, vu que j'ai mentionné le fait que ce programme allait sortir, vous êtes nombreux à me dire Kev, il sort quand, parce que votre gars, il a du retard malheureusement. Eh bien c'est ok, la performance, mais qu'est-ce que tu entends par performance? Qu'est-ce que la performance? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc aujourd'hui, on va s'attarder simplement sur cette définition-là et comprendre pourquoi c'est important de travailler sur sa performance. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez un athlète amateur, un athlète professionnel, bien entendu, ben cela va de soi. Mais si vous êtes simplement un enthousiaste fitness, d'accord, c'est très important de travailler dessus. C'est pourquoi vous me voyez, moi, 32 ans, père de famille, qui gère un business, qui est relativement stressé et qui dort peu, continuer à travailler sur sa performance. C'est très important. Donc ici, commençons par une définition. La définition de la performance, c'est quoi? C'est simplement l'optimisation des capacités physiques pour pouvoir exceller dans n'importe quelle activité. Il faut garder ça en tête. Au final, la performance, c'est ça. C'est avoir cette approche générale ou qui va avoir une augmentation générale, mais qui est certes spécifique. Et c'est ça, en fait, la différence que l'on va observer avec un programme de fitness général. On va y venir dans un instant. Mais on va utiliser des approches qui sont très spécifiques pour augmenter le tout globalement, qui fait que on est apte à se retrouver dans n'importe quelle situation, apte à faire n'importe quelle activité et performer au sein de ces activités. C'est comme ça que je vois le tout, c'est comme ça que je vois le milieu de la préparation physique de manière générale. Et pour la petite parenthèse, souvent on me pose la question, on me dit Kev, mais tu travailles avec des combattants, tu travailles avec des joueurs de tennis, de basket, des joueurs de foot. Ouais, parce que moi je cherche à développer l'athlète. Et quand on développe l'athlète dans sa globalité, eh bien, on ne le restreint pas dans son sport, dans son domaine de compétences, dans son secteur d'activité. D'accord ? Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait. Au contraire, si on ouvre ce panel de capacités athlétiques, eh bien, là, de capacité physique, de manière générale, eh bien, on peut faire n'importe quoi et on devient même meilleur dans son activité. C'est ma philosophie et j'aurai l'occasion d'aborder ce sujet un peu plus en long et en large lors de différents épisodes. Alors, la prochaine question qui vient en tête, c'est pourquoi entraîner sa performance? Comme je l'ai dit, je recommande à tout le monde de travailler sur sa performance. Alors, contrairement au fitness général qui cherche simplement à améliorer notre bien-être, comme je l'ai dit, le focus du fitness, c'est pas simplement le côté esthétique. C'est ce que, bien entendu, beaucoup veulent faire paraître et c'est ce qui vend et c'est ce qui est très bien parce que je prêche aussi le fait de profiter des gains esthétiques, c'est très important, mais on vise le bien-être général. Mais lorsqu'on parle de performance, eh bien, on parle vraiment de l'optimisation de votre potentiel. Et ce qui est important à noter, ou du moins mon approche à moi, lorsqu'on parle de performance, c'est qu'on ne cherche pas à la contraster à la santé. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On dit, la performance et la santé sont deux choses qui sont opposées. C'est vrai jusqu'à un certain point. Mais mon approche à moi dans la préparation physique, c'est à distinguer la performance dans la préparation physique et la performance dans le sport en compétition. Là oui, le sport en compétition, eh bien, on va mettre de côté l'aspect santé, mais dans la préparation physique, on veut garder l'élément santé. Et c'est un peu ce qui m'a toujours frustré avec l'approche de la performance où on mettait ça de côté. Non, mon but, c'est justement de chercher cette subtilité qui permet d'allier la santé et la performance.
sans jamais négliger l'un ou l'autre, d'accord? Et c'est très important de comprendre ça, et je pense que c'est ce qui fait la différence avec mon approche et ce qui a fait le succès avec les athlètes avec qui je travaille, et c'est pourquoi ils aiment mon approche, et malheureusement beaucoup m'ont connu un peu trop tard, ce sont leurs dires bien entendu, ok? Donc ici on parle vraiment d'optimiser votre potentiel de manière générale, et j'aime voir le tout de la manière suivante, on cherche à augmenter tous vos seuils. Tous les différents systèmes de votre corps, eh bien, on veut augmenter tous ces seuils-là, c'est-à-dire que vous aviez un certain niveau à X système, eh bien, je vais ramener X système à plus 10, ok? L'autre Y système à plus 10. Et c'est comme ça, ok? On veut vraiment ramener le tout à un niveau supérieur. On veut ramener tous vos systèmes à un niveau supérieur. Et lorsque vous allez utiliser l'un de ces systèmes ou différents systèmes lors de votre activité, eh bien, vous aurez des systèmes qui ont été optimisés. C'est comme ça que je vois le tout. Maintenant, d'un point de vue prévention de blessures, eh bien, c'est très important. Peut-être le premier argument qu'on va mentionner ici, c'est ça. C'est la prévention de blessures. Qu'est-ce qu'une blessure? Une blessure, c'est lorsque la capacité qui est infligée à nos tissus, à notre corps, excède la capacité de ces derniers, ok? Ou pardonnez-moi, lorsque la contrainte placée ou les contraintes placées sur nos tissus ou sur notre corps excèdent la capacité de ces derniers, d'accord? Donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est augmenter ces capacités de façon à ce que lorsqu'on est exposé à différentes contraintes durant notre activité sportive, eh bien, on est prêt, on est apte à faire face à ces contraintes. C'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, l'entraînement axé sur la performance va nous permettre d'augmenter ces seuils, encore une fois, d'augmenter ses capacités pour faire face à plus de contraintes. Et là, on parle bien entendu de contraintes d'un point de vue articulaire, etc., pour les blessures, bien entendu, d'accord? Maintenant, d'un point de vue longévité, eh bien, c'est quelque chose qui est très important également. Je dis tout le temps, il y a des phases de développement, il y a des phases de maintenance. Un truc qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque vous allez vieillir, eh bien, vous allez perdre en performance. Vous allez être moins fort, vous allez être moins explosif, etc. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, tant qu'on est dans cette capacité de le faire, c'est d'augmenter ces seuils au maximum. On va ramener le tout au niveau le plus élevé possible, et ensuite, on va toujours fournir l'effort max en essayant de maintenir tout en sachant qu'on va perdre un petit peu. Okay, ça fait partie du jeu. On perd parce que notre corps est en constante dégradation. C'est une loi de physique qu'on appelle l'entropie. Donc à chaque fois, notre corps va se dégrader petit à petit. Donc on doit faire quelque chose pour contrer cette entropie, bien que on ne puisse pas la contrer à 100%. Eh bien, voilà, on veut faire en sorte de se dire, j'ai ramené le tout au niveau le plus élevé, je le maintiens à chaque fois pour diminuer ces pertes qui vont venir avec le temps, avec l'âge, bien entendu, et toutes les variables à prendre en considération externes qui vont bien entendu accentuer ce déclin. Le manque de sommeil, les enfants, le stress, le travail, etc. Okay, donc très important d'un point de vue longévité de se dire, je vais travailler sur ma performance, c'est super important. Maintenant, j'en parle même pas ici d'efficacité athlétique. Si vous voulez être plus athlétique dans votre sport, eh bien, on doit travailler sur sa performance. Et c'est un truc qui est marrant, et on va donner les crédits ici au CrossFit parce que je pense que c'est l'approche générale que beaucoup n'ont pas compris lorsqu'ils parlent de sport spécifique, etc. Un truc qui est arrivé dans le CrossFit, c'est qu'ils sont venus avec une approche qui était très générale, qui n'est pas optimisée selon moi sur plusieurs phases de développement athlétique ou sur le développement de certaines qualités athlétiques, bien qu'on va avoir quand même un développement qui va être conséquent. Et bien c'est que les gars sont venus et ont dit, ok, on va ramener ce qu'on appelle le general fitness, donc le fitness général, à un autre niveau. On va augmenter toutes ses capacités athlétiques. Et ce qu'on a observé, c'est que des sportifs de tout sport confondu commençaient à faire du CrossFit et sont devenus plus forts. Ils se disaient, ouais, je me sens mieux sur le terrain, etc. J'ai entendu ça maintes et maintes fois. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'entraînement général. Et c'est marrant parce qu'on contraste ça avec des préparateurs physiques qui veulent faire que de la préparation spécifique. Et tu as le gars qui fait du CrossFit et qui a des meilleurs perfs et qui se sent mieux subjectivement, qui sent qu'il est plus apte à performer lors de son activité physique. Et moi, ça a toujours été mon approche. On fait du général. On ne fait pas du spécifique. On cherche à augmenter les capacités de l'athlète. Et selon moi, on peut optimiser le tout de façon à le faire mieux que le CrossFit, parce que je sais que dans la francophonie c'est un peu le truc, aux États-Unis c'est pas ça du tout, parce qu'on est un peu plus axé sur la préparation physique et un peu plus détaillé, mais j'ai entendu, quand je suis venu il y a quelques années dans le monde francophone, mais tout le monde me disait, oh, la meilleure prépa physique pour les athlètes c'est le CrossFit. J'étais là, ouais, le CrossFit c'est bien pour les CrossFitters, et certes il y aura des bénéfices pour les athlètes, mais je pense qu'il y a plein de trucs que l'on peut optimiser
pour les athlètes, que ce soit athlètes de terrain, combattants, etc. Donc vous l'aurez compris, c'est pas une critique contre le CrossFit. Au contraire, c'est très bien le CrossFit, mais c'est bien pour le CrossFit parce que le CrossFit, c'est un sport avec certaines règles. Mais il y a des trucs à prendre, bien entendu, il y a des trucs à utiliser, il y a des trucs qu'on fait quasiment pareil, d'accord? Donc c'est un truc à garder en tête ici. Maintenant, la différence avec un programme général et un programme axé sur la performance, eh bien, la différence, c'est que il y a de la spécificité, comme je l'ai dit. Un programme général, franchement, bien entendu, on va s'attarder sur le côté programmation, c'est très important, mais on peut s'en sortir avec des erreurs un peu plus conséquentes, d'accord? Alors que lorsqu'on travaille sur sa performance, il est très important de s'attarder sur plusieurs détails. On veut viser vraiment la qualité et tout doit être fait de manière minutieuse. On doit savoir exactement pourquoi on fait ça avant ça, pourquoi on va durer X temps plutôt que X temps, pourquoi on va prendre tel temps de repos, comment on va manipuler le temps de repos, est-ce qu'on va devoir en rajouter, en diminuer, etc. etc. Donc c'est là que vraiment ça fait la différence contrairement à un programme général où on va avoir des gains, même si on fait pas mal d'erreurs. Lorsque vous travaillez sur votre performance, si vous voulez vraiment améliorer le tout, eh bien il est très important de s'attarder sur plusieurs variables et de les maîtriser à 100%. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire avec mon programme hybride performance qui arrive dans quelques temps. Et j'ai vraiment cherché à commencer à l'étape numéro 1. J'aurais pu faire des trucs un peu plus avancés, c'est ce qui va venir par la suite. Il y aura un volume 2, il y aura un volume 3, etc. pour vous transformer en l'athlète le plus complet. C'est mon objectif ici. Et comptez sur moi, c'est la partie 1, c'est la petite introduction. Lors du prochain épisode, eh bien, on parlera des piliers ici de la performance et je vous donnerai plein de détails. Donc comptez sur moi pour tout partager avec vous. Passons maintenant à la première question du jour que j'ai choisie ici. Question de Randy. Bonjour. Bonjour Monsieur Kesui, j'ai même pas lu la question, j'ai demandé à mon staff de m'envoyer, de sélectionner. Bonjour Monsieur Kesui, c'est la première fois les gars qu'on m'appelle Monsieur Kesui, les gars. Appelez-moi pas... Ah, je pleure. Pas Monsieur K-Suisse, les gars. Les gars, votre gars, il a 32 ans. Vous m'appelez Monsieur K-Suisse. Coach K-Suisse. Yo, K-Suisse. Les gars, on est informel ici. Monsieur K-Suisse, mais j'apprécie le respect ici. Bonjour Monsieur K-Suisse. Tout d'abord, merci énormément pour tous tes contenus de qualité. Aujourd'hui, j'aimerais avoir ton avis sur les abdominaux. Au-delà de la surcharge progressive et bien évidemment un taux de masse grasse plus bas que la moyenne, quels sont les exercices que tu recommandes pour maximiser le recrutement des abdominaux pour qu'ils soient bien visibles et forts? Merci d'avance, merci 1000 fois pour tout ce que tu partages. PS, pas de besoin de t'excuser pour tes retards occasionnels sur les podcasts. Je suis père de 2 enfants et bientôt 3 et t'inquiète, la fatigue et le manque de sommeil, je connais. Hashtag don't be soft, just be real. Mon hashtag don't be soft. Là, les gars, je respecte. Franchement, j'ai reçu tellement d'emails où vous mettez le hashtag don't be soft. C'est extraordinaire. On va en faire un truc, les gars. Croyez-moi, on va en faire un truc. Ça fait plusieurs années que j'utilise et on va trademark le tout. Déjà, Randy, félicitations. Bientôt 3 enfants. On est ensemble, mon gars. J'espère qu'un jour, j'en aurai aussi 3, on verra ce que le destin nous réserve. Quoi qu'il en soit, question intéressante concernant les abdominaux ici. Alors, je trouve intéressant parce que je vais l'aborder d'un point de vue esthétique, je vais l'aborder d'un point de vue historique aussi sur comment j'ai développé cette compréhension-là et d'un point de vue athlétique, bien entendu. Ok. Donc, commençons par le côté esthétique. Comme mentionné ici, vous entendez souvent les dires qui mentionnent le fait qu'on doit s'attarder sur la nutrition. Les abdos sont faits dans la cuisine et pas dans la salle de sport. Et c'est un dicton sur lequel je suis revenu plusieurs fois, qui est vrai en surface, mais qui devrait s'appliquer dans ce cas-là pour tous les muscles. Parce que de la même façon que les abdos sont faits dans la cuisine, et bien les biceps sont faits dans la cuisine, les quadriceps sont faits dans la cuisine. On doit avoir un taux de protéines qui est assez conséquent pour pouvoir construire du muscle et on ne doit pas surconsommer parce que si on surconsomme, eh bien on va stocker cette énergie, ce surplus d'énergie qu'on appelle le gras. D'accord? Donc, bien entendu, pour les abdos, on va avoir une prédominance au niveau de cette zone-là. Donc, ça devient relativement important, mais gardez en tête que ça s'applique pour tous les muscles. Donc bien entendu, vous devez avoir un taux de masse grasse qui est bas pour pouvoir les observer de la meilleure des façons. C'est un fait, on ne peut pas dénier ça. Le problème avec ça, c'est que souvent, ou ce dicton, ceux qui prêchent que ça, c'est qu'ils ne travaillent pas sur leur sangle abdominale directement, ou alors on a vite cette influence du monde fonctionnel qui dit eh bien ça ne sert à rien de travailler sur sa sangle abdominale, de faire des abdos parce que c'est pas fonctionnel. Faites des squats, des deadlifts, bro, ça suffit pour travailler sur sa sangle abdominale. Et ça, encore une fois, c'est des idées préconçues qui sont complètement stupides.
si c'était le cas, ok, on pourrait appliquer ce principe encore une fois sur n'importe quel muscle. C'est complètement bidon. Ou alors on devrait appliquer les mêmes principes sur n'importe quel muscle si c'était vrai. D'accord? On travaille sur sa sangle abdominale lorsqu'on fait des deadlifts, des squats, etc. Mais dans une position bien précise. Or, on ne l'applique pas pour les biceps, on ne l'applique pas pour les triceps, on ne l'applique pas pour les quadriceps. On va travailler avec des amplitudes complètes de mouvement, avec différentes sélections d'exercices qui ont différents profils de résistance pour qu'on puisse développer nos muscles. Or, pour la sangle abdominale, on dit « non, fais que du gainage. Le gainage, ça suffit, tu tiens une position statique. » Vous n'appliqueriez jamais ces mêmes principes pour les autres tissus. Pourquoi l'appliquer pour les abdos? Ça n'a aucun sens, croyez-moi, il n'y a aucune différence. Aucune différence, tous les tissus répondent de la même des façons, d'accord? Donc gardez ça en tête à chaque fois, c'est relativement simple. Lorsqu'on vous dit oui, ce muscle il faut le travailler que comme ça, ce muscle là que comme ça, tous les tissus s'adaptent de la même façon. Simple. Voilà. Le podcast devrait être terminé après ça. Bien entendu, je vais vous donner quelques astuces ici. Alors, ici, passons à l'historique maintenant de les abdos, comment le tout a évolué. Alors à l'époque, moi, je viens du background de la boxe, abdos tous les jours, j'avais des abdos en béton, super dessinés, etc. Des longues séries, ça brûle, on fait vraiment des répétitions à n'en pas finir, 500 abdos par jour. Et force est de constater qu'on a des vrais abdos, on est vraiment solide. Et plus tard, eh bien, je me dis, mais attends, je fais pas des biceps, je fais pas 500 biceps par jour, je fais pas 500 levées de mollets avec charge par jour, etc. Quoique, on dirait que peut-être on marche en cours, mais je me dis, pourquoi les abdos devraient être entraînés différemment, okay? Certes, c'est bien, ça fonctionne, mais je pense qu'il y a d'autres façons de le faire. Donc j'ai commencé à travailler différemment sur mes abdos en disant, hey, les abdos, ben, je dois travailler avec de la charge externe également et avec des rangées de répétitions qui vont me challenger sur des répétitions un peu plus courtes, 8, 10 répétitions, etc. Okay? Et j'ai commencé à travailler dessus. Et j'ai eu de très bons résultats également là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on n'a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Choisir des exercices avec des charges externes, comme on pourrait le faire pour nos autres tissus, ou alors des séries très longues avec simplement notre poids du corps, avec des exercices qui vont nous challenger sur plusieurs répétitions, 30, 40, 50, 60, 100, 200, etc. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, eh bien, j'aime faire les deux. Et c'est mon conseil pour avoir vraiment sa sangle abdominale développée. J'ai beaucoup expérimenté là-dessus cette dernière année. C'est de me dire, je vais prioriser la fréquence. Les abdos, on va récupérer rapidement. Au niveau de tous nos tissus, on va avoir une composition de différentes fibres musculaires. Je divague un peu, mais pour revenir sur ce que je disais auparavant. On a ce qu'on appelle les fibres rapides et on a ce qu'on appelle les fibres lentes. Et on va avoir des répartitions qui vont être légèrement différentes en fonction des groupes musculaires et en fonction de notre génétique. Certains vont avoir plus de fibres rapides ou de fibres lentes à certains endroits, d'accord? Et certains groupes musculaires auront une prédominance de fibres rapides ou de fibres lentes qui ont donc cette tendance à être plus endurants, qu'être plus forts, explosifs, etc. D'accord? Mais moi, j'aime pas prédéfinir le tout en disant oui, ça c'est plus de fibres lentes, plus rapides. Je dis hey, on a toujours les deux. Donc on doit entraîner les deux. D'accord? Donc on doit entraîner des charges avec des charges lourdes et avec des charges légères. Donc pour revenir à ce que je disais à la fréquence, travaillez sur vos abdos fréquemment. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est alterner entre un jour où je vais envoyer beaucoup de répétitions. Donc c'est là où je vais faire mes typiques séances d'abdos de boxe, plusieurs répétitions, éventuellement plusieurs exercices pour travailler sur différentes lignes de tissu. Et je vais venir dans un instant. Et j'alterne avec un jour à la salle où je vais travailler avec des charges externes. Donc ça peut être des sit-ups déclinés avec de la charge. Ça peut être ce que j'appelle les K-Swiss sit-ups avec de la charge externe. C'est un truc que j'adore faire et que je trouve super intéressant. Donc si j'étais vous, j'essaierais d'alterner en tout cas 2 fois avec de la charge externe, si on peut le faire. Et le reste du temps, 3 fois, au moins 2 fois encore une fois, avec du volume et des charges plus basses, des répétitions donc plus élevées. Voilà comment, de manière générale, j'approcherai les abdos. Maintenant, soyons un peu plus précis. Vous avez déjà entendu parler des abdos du haut et des abdos du bas. Ça, encore une fois, j'ai fait une vidéo à l'époque quand je faisais les gars un peu plus techniques devant un tableau blanc. Je vous invite à la regarder sur YouTube. Mais les abdos du bas et les abdos du haut, eh bien, ça existe. On parle d'un grand muscle, mais en fonction de comment on va se placer dans l'espace, on va biaiser le signal de force plutôt sur une partie, c'est-à-dire plus proche d'une insertion ou de l'autre insertion. Ce qui va développer plutôt une partie que l'autre partie. Donc, conceptuellement, les abdos du bas et les abdos du haut, ça existe. Anatomiquement parlant, non, d'accord? Ou anatomiquement parlant, d'un point de vue macro, ça n'existe pas. Voilà pourquoi on a ces débats-là. Mais d'un point de vue micro, eh bien oui, ça existe. On va plutôt
muscler certaines fibres musculaires plutôt que d'autres fibres musculaires. Tout ça pour dire que vous voulez sélectionner des exercices qui vont faire une flexion du tronc, donc vous voulez fléchir ici votre colonne vertébrale, et parfois vous voulez sélectionner des exercices qui vont plutôt vous demander de fléchir donc votre bas du dos en dirigeant le mouvement à travers votre bassin, et parfois où vous allez fléchir à travers le haut de la colonne vertébrale, ce qui va cibler un peu plus le haut des abdominaux. Donc ce que je vous invite à faire encore une fois, c'est relativement simple. Si vous faites 2 fois, d'accord, encore une fois, un jour où je vais sélectionner un exercice qui va plutôt bouger le bas de la colonne vertébrale, un truc très simple, on parle ici des leg raises au sol, donc des levées de jambes au sol, des levées de jambes sur la Roman chair, sur la chaise où on pose ses coudes, ou alors des hanging leg raises, ça super intéressant. Ou alors on va voir ici l'autre partie avec des sit-ups, des sit-ups déclinés. Là, on va travailler vraiment sur la partie supérieure des abdominaux. Travaillez sur les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Faites les deux, alternez les deux. Vous pouvez même faire au sein d'une séance, si vous voulez faire travailler sur les deux en même temps. Couplez 2 exercices, si vous le souhaitez. De manière générale, la plupart des gens vont garder les abdominaux pour la fin de la séance. Donc, on aura tendance à faire un exercice. Mais si vous faites 2 exercices, ça a du sens, selon moi, de se dire, je vais coupler un exercice qui va biaiser plutôt la partie supérieure et un exercice qui va biaiser plutôt la partie inférieure. Des leg raises couplés avec, par exemple, des sit-ups, d'accord? Des crunches, peu importe ce que vous sélectionnez. Maintenant que ça c'est dit, un autre point qui est très important ici, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler avec des amplitudes complètes. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des abdominaux avec des amplitudes réduites. Pensez à ça comme si vous faisiez des hip thrusts, d'accord, mais simplement avec la partie supérieure des 1/4 de répétition. Et c'est souvent ce qu'on fait avec les abdominaux. Or, vous avez le droit, et vous devriez, pour développer vos abdominaux, justement, travailler avec des positions d'étirement. Vous voulez chercher à étirer au maximum vos abdominaux et ensuite les contracter. Alors, le petit truc ici, ou la petite subtilité à garder en tête, c'est que ça demande une certaine maîtrise et une certaine mobilité de la colonne vertébrale. Pour pouvoir bien étirer ses abdominaux, eh bien, on doit être capable de segmenter sa colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on doit être capable de bouger chaque vertèbre et de les ramener en extension complète pour ensuite arrondir le tout. Okay, et c'est très important. Pourquoi? Parce que si on ne maîtrise pas cette colonne vertébrale, on va avoir tendance à sentir un pincement dans le bas du dos. Ça risque d'être gênant, ça risque de causer des problèmes éventuellement. Donc, c'est le prérequis pour pouvoir bien étirer sa sangle abdominale. Pour ceux qui m'ont déjà vu faire les K-Swiss sit-ups, eh bien, on doit étirer au maximum, mais on doit maîtriser justement cette segmentation de la colonne vertébrale, particulièrement cette extension de la partie thoracique de la colonne vertébrale. Donc, voilà ce que je vous invite à faire. Tapez les K-Swiss sit-ups. Vous avez peut-être trouvé ça sur ma chaîne YouTube. Peut-être que j'ai déjà mis ça quelque part et vous allez voir à quoi ça ressemble. Sinon, d'un point de vue athlétique, parce que je suis obligé de parler de performance ici, ce qu'on aimerait faire lorsqu'on parle de sangle abdominale, au-delà de l'aspect esthétique, c'est travailler sur tout ce que la sangle abdominale nous offre, tout ce que le core training inclut. On veut travailler donc sur toutes les fonctions de la colonne vertébrale. Quelles sont les fonctions de la colonne vertébrale? On a parlé de la flexion, ce qui est très bien, ce qui va donner ce côté esthétique, mais on veut travailler également sur la rotation. Donc ici, travailler sur ces mouvements de rotation avec les machines à poulies, c'est super intéressant selon moi, ok, avec différents angles. Donc ici, avec l'angle, lorsque la poulie, le câble de la poulie est parallèle au sol, lorsque le câble est plus bas, ce qu'on appelle le cable lift, lorsque le câble descend, donc ici vous pensez en diagonale, d'accord, chop and lift, ce sont les deux directions, ok, lift, on va vers le haut, et chop, je sais pas comment on dit chop en français, genre couper un truc, on va vers le bas, d'accord, comme si vous mettiez un coup de hache. Et là, bien entendu, vous voulez travailler avec ces différentes directions, vous pouvez pas vous tromper. Plat, diagonale, diagonale. Les gars, c'est un game changer. Vous voulez ensuite travailler sur la flexion latérale de votre colonne vertébrale. Donc tout ce qui va fléchir votre colonne vertébrale sur le côté. Donc là, on va parler des obliques, on va parler de certaines lignes de tissu au niveau de la zone lombaire. Super important ici. Et bien entendu, vous pouvez travailler sur la chaîne postérieure de votre colonne vertébrale avec des exercices de gainage, Chinese plank par exemple, des positions sur la machine GHD pour ceux qui sont dans des salles de CrossFit ou des salles qui offrent ça, où vous tenez la position. Vous pouvez bien entendu travailler avec des amplitudes complètes de mouvement, avec des Jefferson Curl par exemple. Tout ça, ça va être bénéfique pour votre sangle abdominale. Travailler sur toutes les fonctions d'un point de vue athlétique, c'est très important. Et j'aurai l'occasion de, bien entendu, aborder ça un peu plus en détail lorsque je vous présenterai mon programme Colon Bulletproof. Les amis, on travaille dessus depuis plusieurs mois et croyez-moi, il va être très bien. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà comment travailler sur votre sangle abdominale pour être performant et avoir le côté esthétique, les amis. Prochaine question de Thibaut et dernière question que j'ai sélectionnée ici. Salut Kevin, j'ai depuis maintenant
6-7 mois, une tendinite à l'adducteur gauche que j'ai pu soigner en partie grâce à ton programme hybride pubalgie. Entre parenthèses, super programme au passage. Merci beaucoup Thibaut, ça fait plaisir. Mais néanmoins, j'ai toujours cette difficulté à rééquilibrer mes jambes. Par exemple, quand je fais du match, j'ai une douleur dans la fesse et le bas du dos car ma jambe gauche ne peut pas assumer la même charge que la jambe droite qui est sans pépin. Donc ma question serait est-ce que tu aurais une solution ou des conseils à me dire pour continuer le foot sans avoir cette sensation désagréable et parfois douloureuse d'une jambe faible par rapport à l'autre. J'ai donc aussi pris ton programme Hanche Bulletproof pour peut-être remédier à ce souci. Je te remercie pour tout ce que tu m'as appris, la façon de voir les choses, les différentes programmations que tu partages à toute la communauté. Thibaut, hashtag no bullshit, hashtag don't be soft. C'est vraiment un truc, les gars. Je vais bosser sur ce hashtag don't be soft directement après ce podcast. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour cette question Thibaut. Alors, il y a plusieurs détails qui ont été mentionnés ici. Déjà, la pubalgie qui a été guérie, donc très bien. Merci pour l'acquisition du programme hybride pubalgie. D'ailleurs, on va sortir une version plus actualisée parce que je pense qu'il y a des éléments qui manquent à ce programme, bien que les premières phases, c'est un de mes premiers programmes d'ailleurs, il y a plusieurs années, je l'ai fait. Et voilà, il y a des trucs à actualiser, à compléter, pas à actualiser, il y a des trucs à compléter pour qu'on puisse revenir de la manière la plus efficace possible avec un développement athlétique plus complet. Donc comptez sur moi pour mettre ça à jour et continuer le tout. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on observe un déséquilibre d'un côté et de l'autre, d'après les sensations qui ont été mentionnées par Thibaut, et c'est très fréquent ici. Maintenant, ce serait impossible pour moi de dire exactement ce qu'il en est sans avoir un bilan préalable, sans avoir la personne en face de moi. Mais comme j'ai déjà fait face à différentes problématiques de la sorte, je vais essayer de partager plein de trucs et éventuellement, parmi ces trucs-là, eh bien, il y aura des trucs à utiliser. C'est toujours comme ça, d'accord ? C'est la réponse correcte d'Internet en tant que professionnel qui se respecte que je suis, pour pas vous dire oui, fais ça, c'est comme ça. Je déteste les gens qui font ça, ça ne sera jamais moi, d'accord ? Donc, je balance plein d'idées et il y a sûrement des trucs à prendre. Et sinon, je vous invite à travailler avec un professionnel compétent, moi ou d'autres, pour que vous ayez une approche individualisée. C'est toujours la clé, bien entendu. Donc ici, les douleurs au bas du dos et à la fesse, ça arrive souvent, comme je l'ai dit, les sportifs, les gens qui font des matchs de foot, les gens qui partent faire des jogging, etc. C'est très commun ici. Donc, premier truc qui me vient en tête, c'est que éventuellement, on peut observer des limitations d'un point de vue articulaire d'une hanche par rapport à l'autre hanche. On va observer parfois un manque d'extension d'une hanche par rapport à l'autre hanche. La hanche qui manque d'extension, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à compenser avec son bas du dos. D'accord ? Alors, extension, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on veut ramener son os de la cuisse vers l'arrière en contractant ses muscles fessiers au maximum. C'est ce qui va nous permettre de nous propulser vers l'avant. Et si malheureusement on n'a pas la capacité de le faire, on est limité au niveau du contrôle moteur ou limité au niveau de l'amplitude de mouvement à laquelle on devrait avoir accès, et bien notre corps va quand même nous pousser vers l'avant, il va quand même nous propulser vers l'avant, mais il va le faire en utilisant une autre articulation. C'est ce qu'on appelle une compensation. Et souvent ce qui se passe, c'est que le bas du dos fait ce travail-là et on aura donc tendance à observer des douleurs, des gênes à ce niveau-là. Donc, premier truc éventuellement à considérer. Je dirais qu'il y a à considérer également un manque de flexion de hanche ici. Si on n'arrive pas à fléchir sa hanche à 90 degrés, eh bien éventuellement, on va observer ce genre de lacune éventuellement. Surtout qu'on va faire des sprints, on a du mal à vraiment ramener sa jambe pour repartir sur une deuxième foulée, etc. ou la prochaine foulée. Ça peut être problématique, on va observer ce même genre de compensation. Donc j'essaierai de travailler sur mon extension de hanche et ma flexion de hanche, ou du moins d'analyser le tout, voir s'il y a des différences d'un côté par rapport à l'autre. Et c'est très important ce que je dis ici, parce que souvent on se dit, il y a des déséquilibres, il suffit de renforcer. Ouais, mais il ne suffit pas que de renforcer, il faut comprendre pourquoi il y a un déséquilibre dans un premier temps. Et souvent, très souvent, eh bien, on parle de lacune ou de déséquilibre d'un point de vue fonction articulaire. Et c'est vraiment la base ici. Et si vous ne sortez qu'avec cette logique-là, eh bien croyez-moi, vous êtes déjà gagnant. Une fois qu'on a adressé le tout, parce qu'on doit travailler dessus, on doit développer les trucs qu'on a à développer. Ce que j'invite à faire ici, les personnes qui sont dans cette situation, c'est de prioriser le travail unilatéral. Le travail unilatéral, ça va être un game changer. J'ai des règles de base que j'ai déjà données ici. Lorsque vous travaillez avec des répétitions plus élevées, des 8-10 répétitions, commencez par la jambe faible au début, le temps de rééquilibrer le tout. C'est la jambe faible qui va mener la danse. Okay, 10-12 répétitions. Je commence par la jambe faible. C'est la jambe faible qui va dicter le poids qu'on va utiliser. Et à partir de là, eh bien, cool.
j'ai utilisé 20 kg dans chaque main lorsque je faisais mes fentes avec ma jambe gauche. Cool, je vais utiliser 20 kg avec la jambe droite, même si j'aurais pu faire 25 kg dans chaque main avec la jambe droite, d'accord? Le temps qu'on cherche à rééquilibrer le tout et qu'on sente à l'aise avec cette jambe qui est plus faible. Une fois qu'on applique ce principe de surcharge progressive, qui est le principe clé de notre progression, eh bien, quand je vais arriver avec des répétitions plus basses, j'aurai tendance à laisser la jambe forte prendre le dessus, donc mener la danse, et je vais faire en sorte de suivre l'intensité avec la jambe la plus faible. Exemple, je travaille sur un 5 répétitions avec des fentes bulgares. Avec ma jambe forte, j'arrive à faire 5 répétitions à 100 kg. Avec ma jambe faible, je vais sûrement pas réussir à faire les 5 répétitions à 100 kg. Et bien, ce qui va se passer, c'est que je vais garder les 100 kg et je vais utiliser ce que j'appelle un cluster set, ou ce qu'on appelle un cluster set. Et je vais donc faire une répétition, 2 répétitions, pam, je pose la barre, je prends 30 secondes, une répétition, je pose la barre, une répétition, je pose la barre, jusqu'à atteindre le même volume. 5 répétitions, j'aurai matché le volume total avec des intensités élevées au niveau de la jambe la plus faible. Et petit à petit, vous allez voir que ce gap va se fermer un petit peu. On aura toujours un peu de déséquilibre. Ça fait partie du jeu. On a des années à pousser avec une jambe. On a plus d'expertise, plus d'expérience avec une jambe. C'est tout à fait normal. Moi, à ce stade, j'ai fait tout ce travail. Et encore à ce jour, ça m'arrive d'utiliser cette méthodologie-là pour combler le fossé que je vais avoir entre un côté et l'autre. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, on doit être en paix avec ça. Je connais personne n'est complètement symétrique. Ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas, ça fait partie du jeu, donc on utilise ces astuces-là pour essayer de combler ces fossés. Donc ça, c'est le premier truc que je mettrai en avant. Toujours ce travail unilatéral, ce travail en position divisée et utiliser ces règles-là, très important. Maintenant, un truc qui est important lorsque on a créé plusieurs compensations qui peuvent être problématiques. On travaille sur ces déséquilibres articulaires, on travaille sur ces déséquilibres musculaires et cette capacité à générer de la force, donc cette capacité au niveau de notre système nerveux, c'est qu'on va commencer à introduire du travail de course, mais technique. Mais avant toute chose, je devrais mentionner encore un truc. Il y a d'autres éléments que j'ai oubliés ici. Au-delà du travail de force, je mettrai vraiment l'accent également sur du travail d'isolation. Je testerai également ma capacité à produire de la force au niveau des mollets. Un facteur qui est très important ici. Donc, mollets, je testerai ça à fond. Quadriceps, ischio, je testerai ça à fond. Je partirai sur un CRM sur des exercices d'isolation et je testerai. Par exemple, une machine de mollet. Au mollet, je partirai sur CRM, 5-6 répétitions, jambe gauche, jambe droite. Et je regarde. Ah ok, en fait ma jambe gauche, mon mollet gauche est beaucoup plus fort que mon mollet droit. Le mollet gauche, j'ai pu faire les 5 répétitions avec 50 kg. La jambe droite, laisse tomber, j'ai réussi à en faire qu'une. Hey, ça c'est un facteur très important à considérer. On sait qu'on parle d'un muscle ici qui endure énormément de force. Le solaire, on parle des gastronémiens, etc. Donc ce groupe, cette famille des mollets ici, très important pour absorber de la force et nous propulser vers l'avant. Éventuellement, ça peut être problématique si on sent que ces tissus sont à la traîne. Donc les mollets, je ferai attention à ça. Et ensuite, je pourrais faire pareil pour les quadriceps avec un leg extension, avec un leg curl. Je ferai exactement la même chose. Leg curl, j'aurais priorisé le leg curl assis, du coup, et je testerai. CRM, vous testez, vous voyez où vous en êtes. Et à partir de là, vous corrigez tout. Vous appliquez exactement les mêmes principes que j'ai mentionnés avec la fente. C'est exactement la même chose, d'accord? Vous l'aurez compris, les principes ne changent pas. Les méthodologies sont différentes, mais les principes restent les mêmes. Revenons-en maintenant à la technique de course. Comme je l'ai dit, on peut s'être mal habitué. On a ancré certaines compensations. On veut s'en débarrasser. Un truc que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai appris d'un de mes mentors de sprint, Charlie Francis, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les tempo runs, donc du travail de tempo. Et le travail de tempo, c'est un travail avec lequel on va faire des sprints, entre guillemets, pas vraiment des sprints du coup techniquement, mais du travail de course, où on va travailler entre 75 et 85% de notre intensité max. Du coup, c'est très subjectif ici, mais c'est tout ce qu'on a et c'est ce que vous voulez utiliser comme référencement ici. Vous allez vous dire, je vais courir à 75% de mon intensité, mais je vais m'attarder strictement sur la technique. Alors quand je parle de technique, je parle de quoi? Je parle de laisser la partie supérieure de ma colonne vertébrale bouger, de ne pas laisser mon bassin se déplacer dans l'espace, m'attarder sur la foulée. Je fais en sorte que je pousse bien dans le sol de la même façon des deux côtés. Je fais en sorte de voir que ma flexion de hanche est similaire des deux côtés, que le temps de contact avec le sol entre le pied gauche et le pied droit
est exactement le même. C'est des petits détails auxquels vous voulez penser, ok? Vous pensez à tous ces détails-là quand vous courez et croyez-moi, c'est un game changer. Et vous réapprenez, entre guillemets, à réintégrer ces patterns de course avec des intensités qui restent relativement élevées, mais qui ne vous débordent pas au point où vous laissez aller, vous courez n'importe comment. Et vous allez voir que ça va être grandement bénéfique. Donc, tempo runs, il y en aura dans mes programmes, bien entendu aussi. Donc, vous aurez l'occasion de travailler dessus avec tous les détails. J'inclus un peu, bien entendu, l'aspect technique des choses. Mais travailler sur ce côté technique, c'est un game changer. Commencez avec des intensités plus basses, même si nécessaire. Vous ne voulez pas vous sentir débordé. Vous travaillez sur des 50 mètres éventuellement. J'aime bien commencer avec un 50 mètres, pam, 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 technique de course. Je le fais comme ça, sur 200 mètres, je peux prendre ma pause, etc., etc., etc. D'accord? Donc très, très, très important ici, c'est un game changer. D'ailleurs, je vais le donner directement. Faites 50 mètres, 30 secondes de pause, 50 mètres, 30 secondes de pause, 50 mètres, 30 secondes de pause, 50 mètres, 30 secondes de pause. À la fin des 4 fois 50 mètres, vous prenez 2 minutes, 3 minutes de pause et vous pouvez le refaire. Mais en vous attardant strictement sur la technique, sur la sensation. De la même façon que vous iriez à la salle de musculation et je vous dis les gars, attardez-vous sur cette connexion cerveau-muscle. Sentez les muscles sur lesquels vous travaillez. Positionnez-vous de façon à bien ressentir les tissus que vous cherchez à recruter. C'est exactement la même chose ici pour la performance et pour la course. J'espère Thibaut que je t'aurai aidé ici et toutes les personnes qui sont dans cette situation. Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui les amis. Je vous invite à vous inscrire à ma liste email. Rejoignez ma liste email. Le lien est dans la description. On va envoyer plein de contenu exclusif avec plus de visuels. Il y aura plein de trucs. Les gars là j'ai une team. On va faire des trucs de ouf. Et restez connectés pour le programme qui va sortir. Hybride Performance. Ça sort dans quelques jours. Donc restez à l'affût. Et n'oubliez pas de partager cet épisode, bien entendu. Lâchez un petit like, un petit commentaire, un 5 étoiles sur vos différentes plateformes. C'est comme ça que vous soutenez votre gars qui est suisse. On est ensemble. Peace.